Alors, nouvelle problématique, nouvelle table ronde. Nous allons poser une question tous ensemble. Comment augmenter la résilience numérique grâce à la directive Nice 2, fameuse directive opportunités et menaces? La réponse avec nos invités ici même. Ravi d'accueillir Philippe Latombe, qui est député et membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Arnaud Coustillière, qui est vice-amiral d'escadre, président du pôle d'excellence cyber. Soyez le bienvenu. Anne Tricot, qui est Head of Airbus Corporate Security Office pour l'ANSSI. Merci, madame. Tout à fait. Erwan Broudet, qui est directeur adjoint cybersécurité pour Soprasteria. Et on est ravi d'accueillir le modérateur et on va dire l'animateur de cette table ronde. C'est Sébastien Garneau, qui est le fondateur du Paris Cyber Summit. Bonjour madame, bonjour messieurs. Merci de les accueillir s'il vous plaît avec des applaudissements chaleureux pour leur donner du courage. Mais ils en ont du courage, j'en suis persuadé. Sébastien, je vous laisse la parole. Bonjour et bienvenue. Merci de votre accueil et merci au CBC de nous accueillir. Oui, opportunités et menaces, on va essentiellement parler des opportunités, mais on ne peut pas faire l'économie de parler de la menace puisque Nice 2 est une réponse. Pour cette table ronde, on a énormément d'expertise sur la scène et on va démarrer sans transition parce qu'on va prendre de l'avance sur le retard avec un panorama de la menace. Alors, vous êtes des experts, vous êtes des professionnels, vous y êtes confrontés. Cela étant dit, on ne connaît pas le niveau d'expertise des uns et des autres. Donc, on part de la menace pour aboutir aux réponses. Et c'est l'amiral Coustillière. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'amiral, c'est grâce à lui que nous avons un commandement de la cyberdéfense. Globalement, lui et ses équipes ont monté le COM Cyber. Il a été le premier COM Cyber et désormais il est le président du pôle d'excellence cyber qui est une association qui vise à faire rayonner la filière en France et à l'international et sous l'égide du ministère des Armées. Et en tant que Rennais, je place la région Bretagne. Mon ami, amiral, je vous cède la parole pour un premier panorama. Oui, merci. Merci de ton intervention. Bon, d'abord, moi, je ne suis pas rennais. Hein. L'association est à Rennes, mais moi, j'ai une maison dans le Gers, pas très loin, et je suis parisien à côté de ça, et puis toulonnais de cœur. Non, je vais surtout vous donner quelques réflexions, pour ne pas faire un grand scénario sur toutes les menaces, parce que vous les connaissez toutes, vous êtes confrontés beaucoup plus que moi maintenant. Mais je pense que quand on prend un peu de recul, la première chose, c'est qu'une attaque informatique, c'est pas une panne. C'est quelqu'un qui vous veut du mal. Donc c'est quelqu'un qui vous veut du mal, quelqu'un qui vous a surveillé. Et comme dans tout l'art de la guerre, la première qualité quand on veut attaquer quelqu'un, il faut le surprendre. Donc il faut se préparer face aux menaces, et ça c'est extrêmement important. RGPD, Nice 2, on fait augmenter le niveau de préparation, mais il faut être prêt à se faire surprendre et un bon attaquant va essayer d'y surprise. Donc c'est pour ça que cette menace est galopante, elle est marquée par beaucoup d'innovations. Moi, quand j'étais en charge des affaires cyber, tous les 3 mois, 6 mois, on avait une petite surprise stratégique. L'autre important, c'est que cette menace, elle est large spectre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle va essayer de rentrer par tous les moyens qu'elle peut trouver et qu'elle va chercher dans votre entreprise, dans votre organisation, à trouver le maillon faible. Donc vous pouvez avoir des endroits hyper bien protégés et d'autres moyens. Et si on veut faire tomber un état-major, si on veut faire tomber une organisation, souvent il vaut mieux attaquer le réseau électrique qu'aller s'emmerder à attaquer le système d'information qui est protégé. Donc vous voyez, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir un petit peu de façon large spectre. L'autre chose, c'est que depuis 2014, en gros, les menaces sont devenues de plus en plus hybrides. C'est-à-dire que l'attaque informatique classique, technique, que vous connaissez bien, est complétée très souvent par des attaques dites hybrides, donc des attaques dans la sphère informationnelle. Donc pour vous, ça veut dire aujourd'hui, pour les entreprises, il faut les aider à se préparer à l'imprévu, et Nice 2, pour moi, est une brique. Maintenant, si on regarde les tendances de la mode des attaques, de façon très claire, il y a eu toute la période CryptoLocker qui n'a pas disparu, qui a continué. Mais on a su mettre un certain nombre de mesures. Et une société qui se fait attaquer une fois, généralement, on ne se fait pas attaquer 2 fois, ou est capable d'être bien plus résiliente la deuxième fois, parce qu'elle a revu ses plans de sauvegarde et ainsi de suite. La mode aujourd'hui, ça paraît être les vols de données. Et les vols de données, ça pose quand même une relation entre l'entreprise et ses clients. C'est très facteur de perte de confiance.
Et moi, je suis un peu surpris, le manque de réaction de nos autorités face à des fuites de données qui touchent des millions de santé, en particulier celles sur les mutuelles qui ont lieu une petite année, dans lequel il y a un silence quand même assourdissant sur les suites, les responsabilités et le manque de communication. Autre chose, c'est l'arrivée de l'IA générative. Je cite Frédéric Valette, là, qui est le patron de la DT, de la DGSE, disant j'utilise l'IA dans la préparation de mes actes offensifs. En gros, ça me fait gagner 15% de temps. Donc les nocifs en face, ça fait longtemps qu'ils ont intégré l'IA, ça leur fait gagner du temps. Donc ça permet de générer des codes de façon beaucoup plus automatisée. Et puis là, l'IA intervient aujourd'hui énormément en appui des arnaques. Donc on voit une explosion en ce moment de tout ce qui est arnaque, fake news, clonage de la voix, clonage des images pour faire des fausses réunions en visio. Donc je ne voudrais pas être trop long parce qu'il y a des tas de choses à dire, mais on voit aussi que la menace se déplace. Autant la menace cybersécurité, c'était le ciseau. Quand on rentre dans l'arnaque, très vite, la direction de ça concerne là aussi autant la direction de la sûreté. Donc beaucoup de liens probablement à établir pour traiter les suites de ces menaces entre direction de la sûreté et ciseaux. Je ne sais pas quel bon modèle, mais c'est des choses qui font partie de ce qui est sur la table aujourd'hui. Merci beaucoup, Amiral. Et je me joins à ce rapport d'étonnement sur le silence. Moi, c'est France Travail. Depuis la fuite de données France Travail, je suis harcelé. Cela étant dit, face à cette menace qui se précise et qui augmente, on a une réponse réglementaire. Et on a la chance d'avoir Anne Tricot avec nous, qui était à l'ANSSI et qui est désormais chez Airbus. C'est aussi l'intérêt d'avoir ces ponts publics-privés. Anne, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous rappeler pourquoi Nice 1 et pourquoi Nice 2, ce qui nous permettra de rentrer dans le niveau français ensuite? Alors, Nice 2, c'est la suite de Nice 1, comme son nom l'indique. Et je vais prendre un tout petit peu de hauteur de vue et parler de l'évolution de la réglementation ces 10 dernières années. La réglementation a émergé avec la loi de programmation militaire en France en 2013, sur un périmètre qui était très restreint, les infrastructures critiques. Et dans ce périmètre restreint, l'approche, c'était de protéger les systèmes les plus critiques de ces infrastructures critiques. On a eu la loi de programmation militaire en France, excellent exemple exporté au niveau européen, qui a donné Nice V2. Pareil, un périmètre d'entreprise relativement restreint. Sauf qu'entre-temps, la menace a profondément évolué. Et Nice V1 et la LPM n'étaient plus suffisantes pour répondre à la menace de masse. Donc, notamment la cybercriminalité à effet systémique. Et donc, on en est venu dans l'esprit du législateur européen et à avoir cette directive Nice V2 qui est un tournant quelque part, en termes de périmètre. On ne se centre plus uniquement sur les infrastructures critiques, mais c'est tout l'écosystème des entreprises qu'il faut faire monter en maturité. Pour une entreprise comme Airbus, par exemple, c'est un levier excellent pour faire monter la cybermaturité de la supply chain et des filiales de l'entreprise. Mais c'est vraiment Nice V2, une directive européenne qui est chalut, qui va aller pêcher du gros pour pouvoir embarquer tout un écosystème européen. La deuxième évolution majeure avec la directive Nice V2, c'est qu'on n'est plus uniquement sur de la protection et de la défense, mais on est bien sur de la gouvernance d'entreprise, c'est-à-dire comment la cybersécurité devient un enjeu de gouvernance pour les entreprises, mais on est aussi se préparer au pire, quatrième pilier, gouvernance, protection, défense, résilience, c'est-à-dire préparer toutes les entreprises au fait d'être ciblées dans leur histoire. Donc, se préparer au pire qui arrivera, la question est quand ? Et c'est déjà arrivé par ailleurs. Donc effectivement, et c'est ce que disait l'amiral, il faut essayer d'être le plus protégé pour dévier la menace. Donc on arrive au texte français. Et je suis hyper intéressé par vos introductions parce que, à titre personnel, ce qui, moi, m'étonne, c'est que le volet humain est absent du projet de loi. Ce qui me permet de me tourner vers Philippe Latombe, qui voudra peut-être réagir à ce qui s'est dit, mais surtout nous donner une note d'ambiance. On en est où à l'Assemblée? Comment ça se passe? Comment ça se passe au Sénat? Est-ce que vous pourriez nous donner un peu de perspective sur l'adoption du texte et ce que vous en ressentez à date? Alors d'abord, pour dire que sur l'ensemble des pays européens, de mémoire, il n'y en a que 5 qui ont transposé Nice 2 aujourd'hui.
dont l'un de nos voisins qui est la Belgique et qui fait deux choses bien, c'est qu'ils ont transposé NIS V2 tout de suite, et quand ils n'ont pas de gouvernement, ils arrivent quand même à fonctionner. Donc il va falloir qu'on apprenne, parce qu'on va devoir transposer NIS V2, nous, pendant un petit épisode qui pourrait être un peu compliqué dans les jours ou semaines qui viennent. C'est possible ça? Oui, c'est possible. Oui. Non, mais Techniquement, on peut mener un texte sans avoir de ministre Alors, au banc? oui, parce que le texte, il a été présenté au Conseil des ministres, il est passé au Conseil d'État, il est arrivé au Sénat, qui a décidé quelque chose que on a proposé nous aussi à l'Assemblée, c'est de constituer une commission spéciale, c'est-à-dire de prendre des sénateurs des différentes commissions, des commissions des lois, comme de la commission de la défense, comme de la commission des affaires éco, parce que NIS V2 est vraiment un texte qui touche à tous ces sujets-là. Vous l'avez dit, il y a de la gouvernance, donc c'est quels indicateurs on doit remonter au COMEX ou au conseil d'administration ou aux gouvernants des collectivités. Ça touche la défense parce qu'il y a quand même une partie de la menace et des expertises qui viennent de là. Ça touche la commission des lois parce que les collectivités sont embarquées dans le texte et donc c'est du domaine de la commission des lois. Et donc le gros avantage de faire une commission spéciale, c'est qu'on va mélanger ces compétences pour pouvoir faire quelque chose d'homogène. À l'Assemblée, on le fait aussi? Et à l'Assemblée, puisque le Sénat va le faire, on va le copier pour pouvoir le faire aussi à l'Assemblée. Donc oui, c'est possible. Et ce qui est d'autant plus possible, c'est que le calendrier, donc si le texte est au Sénat, ils ont commencé la constitution de la commission et commencent les auditions dans les jours qui viennent, très certainement la semaine prochaine, de mémoire, pour arriver à un vote sur le texte au Sénat aux alentours de mi-février, quelque chose comme ça, pour qu'ensuite ça arrive à l'Assemblée. Donc on aura très certainement un texte qui sera voté au global d'ici l'été. Parce que le gouvernement a décidé aussi de mettre ce qu'on appelle la procédure accélérée. Donc c'est une seule lecture au Sénat, une seule lecture à l'Assemblée et une commission mixte paritaire. On va être grosso modo 15 de chaque côté à l'Assemblée comme au Sénat. Donc on sera déjà en version commission mixte paritaire. Et donc on va réussir à trouver des terrains d'entente très rapidement. Quelques difficultés puisqu'on parle des menaces. On se rend compte que les collectivités sont un cran en dessous en termes de protection qu'un certain nombre d'entreprises qui sont dans NIS V2. Et donc, la grosse discussion qu'on va avoir avec le Sénat, c'est comment est-ce qu'on embarque les collectivités. Je suppose que vous me poserez la question de comment est-ce qu'on les finance. On viendra à ça plus tard. Mais il va falloir qu'on les embarque parce que les collectivités sont très certainement celles qui ont aujourd'hui le plus faible niveau de résistance, la plus faible préparation à des crises. Ce que vous disiez, Amiral, ils ne sont pas du tout prêts. Et on le voit à Saint-Nazaire, quand ils se sont fait attaquer il y a quelques semaines. Ça a été la surprise totale et on avait un peu l'impression d'avoir des lapins dans des phares de voiture. Ils ne savaient pas comment fonctionner. Il y aura des questions de financement parce qu'ils sont tellement loin qu'il va falloir trouver comment est-ce qu'on finance les logiciels, les licences pour pouvoir les faire monter en expertise. Oui, et d'ailleurs... à titre personnel, qu'est-ce que vous pensez de l'exclusion d'un certain nombre de collectivités dites trop petites qui, moi, me semblent être les meilleures portes d'entrée? Alors, le texte tel qu'il est présenté par le gouvernement n'exclut pas les petites collectivités. Elle met simplement un seuil à 30 000 sur les collectivités et dit que les communautés de communes ou les comités d'agglomération auront la compétence. C'est quelque chose qui sera certainement, qui va être, et qui est dans l'esprit du législateur, mutualisé par ce niveau de collectivité pour les collectivités en dessous. Il n'est pas question de lâcher les petites collectivités en leur disant vous n'avez pas de contraintes. C'est simplement que le bon niveau pour pouvoir assurer, 1, de l'expertise, 2, de la maintenance et 3, du financement, c'est quand même d'avoir un seuil à 30 000 habitants ou d'être une communauté de communes, une communauté d'agglo qui traite ensuite pour l'ensemble des collectivités qui sont en dessous. Et c'est comme ça en pratique de toute façon que la plupart des systèmes d'information des petites collectivités sont traités aujourd'hui. Merci. Je vais me tourner maintenant vers les industriels, parce qu'à la fin, une fois que vous aurez voté, c'est eux qui vont faire. Et dans la loi, dans le projet de loi, peut-être que vous l'avez vu, on transpose, donc on applique dans le droit national 3 textes, DORA, REC et NIS 2. Et c'est la question que je voudrais poser à Anne Tricot. Quand on a un groupe comme Airbus, ou comme Sopra d'ailleurs, je vous ferai réagir bien sûr, on est multisectoriel quelque part. Comment on appréhende un texte horizontal qui percute des textes verticaux? Alors, la réglementation, donc quand je parlais de l'évolution de la réglementation, il y a eu une grande tendance ces dernières années, ça a été d'avoir des approches verticales par secteur. Au niveau européen, on a eu dans le secteur financier et assurantiel avec DORA. Pour le secteur aéronautique, on a bien sûr la part AIS.
Il y a le code de l'énergie pour les questions énergétiques au niveau européen. Bref, tout ça se sectorialise. Et on a un vrai sujet de travailler avec le législateur au moment où il y a la rédaction de telles propositions, c'est d'être sûr que tout ça c'est bien compatible. L'approche horizontale Nice V2 va couvrir tout un tas de secteurs et après les approches sectorielles. Et pour être sûr que ça ne met pas en difficulté les industriels qui sont vraiment de bonne foi et qui veulent appliquer la réglementation et ne pas être sanctionnés, bien évidemment. Le deuxième point qui est très important, c'est que Nice V2 est une directive européenne. Donc ça veut dire que, comme le disait monsieur le député, elle va être transposée dans 27 États, avec des règles différentes, avec des procédures différentes. Pour un groupe comme Airbus, il va falloir qu'on soit conforme à 27 réglementations différentes, avec des calendriers différents. Ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui. Et je me retiens parce qu'on va tout de suite sur le problème. Ouais. On passera sur votre exemple, mais allons-y. Allons sur ce qui est intéressant pour un grand groupe. Ça vous permettra de réagir. Je vous en prie. Un grand groupe, oui. 27. Alors je partage. On a un empilement des réglementations qui devient assez compliqué pour les organisations, pour les grands groupes, mais qui ont l'avantage, dans les derniers textes, de responsabiliser l'entreprise à tous les niveaux. Donc ça donne aussi les moyens, en fait, les moyens d'agir. Ce que change un petit peu Nice V2, c'est que le champ d'application étant plus large, on a beaucoup plus de secteurs, beaucoup plus d'entreprises en fait, qui vont être impactées en fait, par cette mesure-là, par ce règlement-là, pardon. Elles vont être dans l'obligation d'élever leur niveau de sécurité. Pas un niveau haut, vraiment un niveau de base déjà. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est important dans ce texte. Mais si on est concret, alors je ne dis pas que ce n'était pas le cas, mais hier, il y a eu un colloque de la CPR sur DORA. Comment, chez Sopra, on appréhende DORA Nice 2 ? Puisque vous avez des clients dans la finance, j'imagine. Voilà, alors nous, on a l'avantage d'être des deux côtés, en fait. On fournit des logiciels, mais on est aussi une société de services. Donc on le voit, en fait, des deux côtés. Si je fais un zoom, en fait, sur le secteur financier, on est sur un secteur, en fait, qui intrinsèquement est basé sur la confiance. Donc c'est dans sa construction, on est passé de la pièce d'or avec une valeur sur le poids d'or, à un bit de données, en fait. Donc, par construction, c'est un secteur qui est très attentif à maintenir ce niveau de confiance et à la sécurité. Donc, on l'a vu dans l'évolution, en fait, de la sécurité des systèmes d'information, notamment dans le secteur financier. On est arrivé à des niveaux de maturité assez hauts. Ce que change, en fait, le texte, c'est qu'aujourd'hui, on va impliquer la supply chain et on va responsabiliser l'entreprise à contrôler sa supply chain. Qui travaille avec des grands groupes, là ? Qui a des grands... C'est tout. Va falloir les faire un peu plus bosser là. Mais quand un Sopra est contrôlé en fait par ses clients, Sopra a la taille quelque part de répondre à ce type de contrôle. Mais quand une banque va contrôler la petite start-up ou la petite PME, comment est-ce qu'elle va faire en fait pour répondre à ces demandes de contrôle en fait ? Et là, ça pose un vrai problème. Et on parlera justement après du financement en fait de tout ça. Je continue un tout petit peu le ping-pong et je vous cède la parole, monsieur le député. Mais Anne Tricot, sur ce dernier point, on en a parlé pendant la préparation. Comment vous regardez le sujet, vous ? Sur la supply chain ? Oui. Oui, parce que quand on préparait, il y a toujours un moment où on va se poser la question de savoir qui paie. Chère madame, vous travaillez avec des grands groupes. Moi, j'essaie de faire en sorte qu'ils paient pour vous. Ça n'arrivera pas. Désolé, je spoil. Cela étant dit, quand on en parlait, on parlait aussi du cahier des charges. C'est là où je veux vous emmener. Alors, l'intérêt d'une directive comme Nice V2, ça permet de couvrir tout un tas d'acteurs qui, dans les précédentes réglementations, n'étaient pas couverts en termes de cybersécurité. Donc, ça va amener toutes les entreprises, y compris des petites entreprises, à augmenter leur niveau de sécurité, à condition qu'elles soient bien au courant qu'elles deviennent régulées par la directive Nice V2. Parce que le périmètre est quand même très large, il faut que les entreprises aient conscience de ça. Qui se sent concerné ? Ah, il y en a plus déjà. C'est bien, il faut s'auto-déclarer pour info. Le deuxième élément qui est intéressant dans la directive Nice V2, c'est l'encadrement des activités de la supply chain numérique avec les entreprises type
voilà, les fournisseurs de services numériques qui vont pouvoir être cybersécuriser leurs solutions, parce que c'est souvent par eux que les attaquants passent pour démultiplier leur surface d'attaque. Donc ça, c'est aussi un très bon élément qui va permettre d'augmenter un peu la maturité globale du système. Après, pour un groupe comme Airbus, ça reste bien évidemment un challenge. Pascal Andry le mentionnait tout à l'heure. Quand on a 16 000 supplyers, couvrir les 16 000, ça demande de discuter beaucoup avec eux, de travailler avec le procurement, les achats au sein du groupe, de travailler sur les clauses contractuelles. Enfin voilà, tout un tas de leviers. Donc une réorganisation interne. En fait, Nice 2 aussi vous pousse à vous réorganiser? Non, pas spécialement. Vous étiez déjà... On est très bien organisé, très bien structuré. En revanche, c'est un levier superbe pour renforcer la sécurité de notre supply chain. Vous vouliez réagir, Philippe Latombe? Oui, ça montre bien... Le texte va avoir c'est un texte qui comporte trois chapitres. Nice 2, DORA et REC. Le principe qu'on a adopté avec le Sénat et que je pense qu'on adoptera à l'Assemblée aussi, c'est d'avoir un rapporteur sur DORA, un rapporteur sur REC, un rapporteur sur Nice 2. Et au chapeau de ça, un rapporteur général qui sera là pour coordonner les trois textes, pour éviter qu'il y ait des frottements et qu'il y ait des interprétations différentes en fonction d'eux. Et l'idée de Nice 2, c'est justement effectivement d'être le plus transversal possible et donc d'avoir des applications ensuite par secteur, mais qui ne soient pas des applications qui se confrontent à Nice 2. Et c'est là où nous, législateurs, on aura une vraie difficulté. On va avoir une difficulté d'abord parce que, vous l'avez dit, il faut que ça soit transposé dans 27 pays. Donc il faut qu'on soit le plus homogène possible pour éviter des effets d'aubaine dans certains pays et des effets de défaut dans d'autres parce qu'on aurait surtransposé. Et donc c'est pour ça que, malheureusement, en tout cas pour les Belges, ils ont essuyé les plâtres, ils ont plutôt bien travaillé, donc ils vont devenir moteurs sur le sujet. On va essayer de se caler sur ce qu'ils ont fait. On a une petite difficulté avec les Allemands, parce qu'on devait travailler ensemble sur la transposition, mais ils sont en élection dans pas très longtemps, donc nos homologues sont aujourd'hui plus intéressés par leurs élections que par la transposition de la directive. Mais on voit bien que des entreprises comme Airbus ont besoin d'avoir un niveau de transposition qui soit équivalent des deux côtés du Rhin. Et donc, on va avoir à travailler là-dessus. Et puis, il faudra que le législateur, pour une fois, soit suffisamment consciencieux pour donner les grands axes et les grandes évolutions, sans pour autant vouloir faire une foire à la saucisse du meilleur amendement le plus technique possible, le plus idiot possible. Parce que plus on sera spécifique dans le texte, et plus ça sera difficile d'y revenir. Et on voit bien que le législateur, il a une inertie pour pouvoir modifier les textes. Et donc, il faut qu'on arrive à renvoyer correctement à des décrets ou à des circulaires, à la main de l'ANSSI ou à la main d'un certain nombre de régulateurs, notamment pour DORA, qui serait l'AMF, mais qu'on soit suffisamment contraignant aussi pour qu'il n'y ait pas de dérive administrative sur le sujet qui embête et qui fasse en sorte que le système économique et les entreprises soient pénalisés. Et donc, on a besoin de trouver ce bon curseur, ce qui nécessitera un travail de coordination avec les sénateurs, d'autant que ce qui est applicable pour le secteur public n'est pas tout à fait la même chose que pour le secteur public. Pour les collectivités, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on est Soprasteria ou Airbus. On n'a pas du tout la même gouvernance, on n'a pas du tout les mêmes choses. Donc on va avoir des seuils différents en fonction en plus des différents niveaux de public-privé et au sein du privé, quelle taille d'entreprise on a, etc. Et ça, aujourd'hui, ça va être certainement le plus gros des travaux. Et c'est là où on aura besoin de tout le monde pour nous dire, là, vous êtes en train de faire une bêtise. Là, c'est bien, il faut continuer. Et la question, c'est est-ce qu'on renvoie à des normes, par exemple, qui sont ensuite des normes ISO, des normes... C'est ce qu'avaient fait les Belges, et je pense que c'est une des pistes qu'il faut qu'on explore. Je vous en prie, réaction Arnaud, l'amiral, et puis Arnaud. Oui, en fait, moi, c'est une réaction, c'est plutôt aussi une question pour mes deux voisins. Est-ce que Nice 2 va avoir un effet bénéfique sur la façon dont se fait le codage, sur la façon dont on fait du développement logiciel, puisqu'on sait très bien, aujourd'hui, moi j'ai animé des travaux pour l'Appel de Paris ou pour le compte du SIGREF sur la supply chain et sur la qualité du code logiciel. Il n'y a personne qui certifie, pour le logiciel Microsoft, c'est Microsoft qui vous dit que mon logiciel est bon. Donc vous achetez une bagnole, vous avez un tampon AFNOR sur la sécurité de la voiture. Dans le logiciel, ça n'existe pas. Est-ce que la montée vers 10.2 va amener davantage de bonnes pratiques ? Comment vous voyez ça et comment vous allez effectivement, dans le cas de Nice 2, pour contrôler vos fournisseurs de logiciels? Vous faites tous du développement en Inde et à différents endroits. Est-ce que ça va avoir un impact sur ces sujets-là? Alors, vas-y. Alors sur les audits en fait et les contrôles qu'on peut avoir, ça amène une réflexion plus globale, je pense, sur la certification en fait. Parce que si le grand groupe A, le grand groupe B demande la même chose à la petite PME ou la société de service sans certification, en fait, les personnes vont faire ça 10 fois en fait. Donc pour le code,
pour la sécurité de la data, pour la sécurité des infrastructures, etc., je pense qu'on va ouvrir en fait une voie à la certification. Et en rebond à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que du coup l'ENISA a un rôle hyper important dans la transposition en fait, des règlements. Parce que si tout ça, c'est pas fait à l'échelle européenne, donc si chaque État membre fait sa transposition, les rapporteurs de qualité qui vont bien, mais si on n'a pas ce lien-là au niveau Europe, on n'y arrivera pas. Enfin, les entreprises transfrontalières n'y arriveront pas. C'est mon avis. Amiral. Oui, mais quand on parle de l'ENISA, ça me fait sourire en ce moment. Je crois que Philippe Latombe aussi, parce que toutes les nations ne sont pas forcément d'accord. Il n'a qu'à voir le débat sur le Secnum Cloud français et la version européenne, qui est assez où l'ENISA a joué un rôle, pas simplement d'opérateur technique. Tout le monde voit ce qu'est l'ENISA. Oui, l'ANSSI européenne, toute proportion gardée. Je voudrais revenir sur cette question des 27 réglementations. On a parlé des Belges, on parle un peu des Allemands. Moi, je voudrais parler des Finlandais qui adopteront le texte dans 2 semaines et des Italiens qui, eux, l'ont adopté. Et eux, on parlait tout à l'heure de surface d'attaque, eux intègrent vraiment l'écosystème et donc les gens, les équipes, la gouvernance. Est-ce que vous souhaitez que la loi française aille aussi sur ce périmètre? Parce que, encore une fois, moi, je commence à bien connaître le sujet. On n'est que sur les systèmes dans le projet tel qu'il est. Est-ce que vous voyez des pistes, ce qui permettrait de faire cette harmonisation? Non? Si on prend les attendus de la directive, la gouvernance est intégrée. Et donc, il faudra que la transposition l'intègre. Par contre, ce n'est peut-être pas au législateur de dire quel indicateur doit être envoyé par le RSSI ou le DSI au COMEX de façon hebdomadaire ou mensuelle. Il faut simplement qu'on trace la voie de l'information de la gouvernance. Mais il va falloir qu'on l'intègre. De même qu'il faudra qu'on intègre en aval le fait de pouvoir partager les informations sur quel type d'attaque j'ai pu subir et déjouer, quel type d'informations j'ai qui laisse à penser qu'on a une attaque parce que j'ai un sous-traitant quelque part de l'autre côté du Rhin, pas très loin de la frontière Est, et qu'il commence à être attaqué, et donc il y a un nouveau cryptolocker, une nouvelle pratique qui arrive, et comment est-ce que je fais remonter les informations. Et ça, aujourd'hui, c'est absent du texte. Il va falloir que nous, on puisse voir comment est-ce qu'on organise ces échanges, en s'appuyant sur ce qui existe déjà. On ne va pas réinventer les choses. Il y avait des CERT qui étaient là avant. Il faut qu'on s'appuie sur les CERT, il faut qu'on s'appuie sur ce type de choses, et qu'on dise quel est le coordonnateur. Ce n'est pas forcément très, très cher à faire. C'est que simplement, quand on aura ces informations-là et si on évite des attaques, c'est ça de moins qu'on aura à dépenser dans la remédiation et dans la remontée des systèmes d'information, ce qui coûte extraordinairement cher. Et sur les collectivités en particulier, on voit que les failles sont quasiment les mêmes à chaque fois. C'est-à-dire qu'une petite collectivité en Dordogne ou à côté de Toulouse se fera attaquer de la même façon qu'à Marseille ou qu'à Lille. Et donc aujourd'hui, on a absolument besoin du partage de ces informations. C'est comme ça qu'on fera avancer. Et Nice 2, là, dans son ADN. Donc il faut qu'on arrive à le transposer correctement dans le texte national. Et je reviens sur ce que vous disiez. Oui, effectivement, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des référentiels, pas forcément ceux de l'ENISA, mais des normes ISO, un certain nombre de choses sur lesquelles on peut s'appuyer et qui soient les plus cohérentes possibles et harmonisées possibles au sein de l'Union. Erwan ? Mais du coup, gouvernance, ok, gestion des risques, je suis d'accord. Montée en version des systèmes, gestion des vulnérabilités, tout ça, c'est de l'hygiène et c'est hyper important. Mais par rapport à l'évolution de la menace, en fait, on a des IA qui vont nous attaquer, enfin, qui commencent déjà à nous attaquer sur tout un pan. La réponse, en fait, parce qu'on parlait des humains, elle est en partie par l'IA. C'est évident, mais on doit aussi en fait pousser à ce que l'IA soit utilisée en défense pour ramener la problématique, la masse de données, la masse d'informations à une décision humaine en fait. Et je pense que c'est ça l'enjeu en fait, qui n'est pour le coup pas dans Nice V2. Mais Amiral, vous vouliez rebondir sur la question d'IA? Non, ok. Je voudrais aussi nous amener sur la procédure de déclaration des incidents. Puisque si on a déjà des lois adoptées, ça veut dire qu'on a déjà des cadres de déclaration qui sont adoptés. Peut-on imaginer, ou est-il souhaitable, que la France copie-colle, en l'adaptant mais copie-colle la procédure belge, par exemple? Est-ce que chez Airbus, on souhaiterait... Mesdames et messieurs... Pardon, excuse-moi. On souhaiterait que reprendre un formulaire, et peu importe le formulaire, pourvu qu'il soit identique,
où le législateur français, lui, veut absolument intégrer ces spécificités, comme ça semble être la tendance. A été assez concrète la question. Le législateur, il a pas je pense qu'il n'a pas vocation à s'immiscer dans ce genre de choses. Il doit donner un cadre, il doit poser un cadre, et ensuite c'est à des autorités administratives, éventuellement CNIL et ANSSI, de voir comment est-ce que ça fonctionne, mais aussi en écoutant l'écosystème. Par contre, ce que nos concitoyens ne comprennent pas, il va falloir qu'on leur apprenne pourquoi est-ce que NIS 2 est important, c'est que quand effectivement vous avez fait référence à France Travail, mais il y a eu d'autres affaires comme les mutuelles, quand on a des données qui partent, il y a des formulaires de déclaration pour porter plainte qui sont différents en fonction des différentes fuites. Et ça aujourd'hui, ce manque de cohérence, on le paye. Et du coup, ça donne l'impression à nos concitoyens et aux PME et aux ETI qu'en fait, on ne s'en occupe pas vraiment, on regarde le haut du spectre, c'est pour les grandes entreprises. Et là, on est en train de leur expliquer que ça va être valable pour tout le monde. Et donc, il faut qu'on soit le plus cohérent possible, le plus commun possible, et qu'on voit comment est-ce qu'on peut faire. Ça posera la question de la sanction, parce que NIS V2 prévoit des sanctions pour les entreprises qui n'auraient pas mis en place l'ensemble des obligations de la directive avec du temps, parce que c'est sur un horizon de 5 ans, avec des paliers, etc. Mais il faut qu'on ait des sanctions qui soient explicables et qui soient exemplaires pour ceux qui vraiment n'ont pas fait le job, mais qu'on ait une montée en accompagnement, un peu comme on l'a eu avec le RGPD et la CNIL. C'est que quand le RGPD est arrivé, la CNIL n'a pas contrôlé immédiatement les entreprises au titre du RGPD, elle les a fait monter en compétences, et elle commence simplement maintenant à commencer à faire des contrôles. Et des sanctions. Elle a fait des contrôles avant, mais elle met des sanctions de plus en plus importantes maintenant. Sur le texte, il faudra qu'on fasse la même chose. Ça nécessite de pouvoir décider qui sera l'autorité de sanction, ce qui est là par contre une vraie spécificité française. Le texte dit que ça peut être un juge ou une autorité administrative indépendante. On n'a pas l'habitude du juge pour donner une sanction. Je vois mal un juge administratif unique quelque part à Paris décidé pour toutes les entreprises. Il faudrait qu'il soit très spécialisé. Une autorité administrative indépendante, on en a déjà plein. Dans le contexte budgétaire actuel, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait. Donc il faudra qu'on discute avec les sénateurs de voir comment est-ce qu'on peut le confier éventuellement à quelqu'un qui existe déjà. Vous vouliez réagir ? Oui, sur la notification des incidents, on voit bien qu'il y a une multiplication des notifications d'incidents. On l'a vu avec donc les incidents de cybersécurité, quand il y a une fuite de données personnelles avec la CNIL, quand il y a des impacts métiers dans le cadre de DORA. Je pense que ce qu'on cherche à faire, ce qu'on souhaite dans tous les cas, cette harmonisation au niveau européen, il la faut aussi entre des notifications d'incidents générales et puis les sectorielles. Il faut harmoniser, en fait, toutes ces notifications d'incidents. Donc, le travail d'harmonisation, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, tant au niveau national qu'au niveau européen. Ce que je comprends, c'est aussi le problème d'avoir pris en compte au fil de l'eau, fait qu'aujourd'hui, on a aussi additionné beaucoup de choses et que désormais, on cherche à tout remettre en cohérence avec un personnel politique, Philippe Latombe, qui est suffisamment formé pour comprendre ce dont on parle là, maintenant. Sans langue de bois, ouais, non. J'aimerais beaucoup. Non, bah non. Quand on Parce voit que qu'un quand certain je nombre de vois mes le travail collègues qu'il y a à ont faire, TikTok sur leur téléphone et ils sont à la commission de la défense, moi ça me gêne un peu. Enfin, il y a un bout d'hygiène qu'on n'a plus. Mais c'est pas simplement le personnel politique, c'est qu'on a perdu cette hygiène pour beaucoup de nos concitoyens et pour beaucoup de personnes en entreprise. Il suffit de faire des pen tests assez faciles. Vous déposez une clé USB sur le parking d'une entreprise, vous êtes quasiment sûr que dans l'heure qui suit, elle est rentrée dans un ordinateur par un port USB. C'est aujourd'hui des choses aussi simples que ça. C'est aussi pour ça que NIS 2 a cette vocation-là. C'est une vocation de pédagogie, une vocation de monter en compétences à la fois des systèmes d'information, de la protection périmétrique, de la création de bastions, très bien, mais c'est aussi la montée en compétence de l'hygiène minimum de chacun des collaborateurs des entreprises ou des collectivités. Et aujourd'hui, il y a des maires, mais parce qu'ils sont à faire plein de choses en même temps. Quand on leur parle de cybersécurité, leur système d'information dans la mairie, ils s'en fichent. C'est peut-être par contre à aller voir la secrétaire de mairie qui est important, parce que c'est elle qui manipule vraiment le système d'information. C'est à elle qu'il faut aller dire que l'ordinateur, il s'éteint, il se rallume avec des mots de passe qu'on change assez régulièrement. L'Active Directory, il faudra le gérer de façon différente et il faudra le mettre à jour le plus souvent possible. Il faudra lui dire répertoire, s'il vous plaît. Pardon, répertoire. Tout ça, c'est du minimum, mais il va falloir qu'on arrive à faire monter en compétences. Et j'espère que NIS 2 sera cette possibilité-là, un peu comme le RGPD a permis aux gens de se rendre compte que des données personnelles pouvaient être extraordinairement sensibles et qu'ils n'avaient pas envie qu'elles partent ailleurs ou qu'elles soient utilisées par des personnes malveillantes. Et c'est toute la difficulté que le législateur va avoir, c'est de rendre le texte intelligible, cohérent, clair et
suffisamment contraignant pour que tout le monde puisse monter en compétences. Et c'est ce fil d'Ariane qu'il va falloir qu'on arrive à suivre. Et c'est là où on a besoin aussi de l'écosystème. L'ANSSI avait fait des consultations. Il faudra que nous, on puisse aussi continuer les consultations. Je sais que les sénateurs vont commencer à le faire dès cette semaine, pour qu'on ait à la fois des entreprises qui seront dans la supply chain d'entreprises qui seront soumises à NIS 2, et donc du coup, que ces obligations, elles sachent y répondre, que les grands donneurs d'ordre sachent aussi comment demander à leur supply chain de fonctionner, de se mettre à niveau, mais qu'aussi le citoyen et les collectivités puissent monter en compétences et puissent exprimer leurs difficultés. Et je pense notamment pour les collectivités en termes de financement, c'est un des points principaux qu'on va avoir avec les sénateurs. On est en train de réfléchir à un système où on considérerait que la montée en compétences par l'achat de licences pourrait être considérée pour 2 tiers, alors à proportion, il faudra qu'on en discute avec les sénateurs, mais 2 tiers comme de l'investissement, 1 tiers comme de la dotation de fonctionnement. Vous savez que les collectivités n'ont pas le droit de dépenser plus qu'elles n'ont en recettes. Donc les licences, normalement, c'est plutôt dans du fonctionnement. Et là, comme on est sur de la montée en compétences, ça ressemble à de l'investissement, donc on pourrait le rendre en investissement et donc éligible à des dispositifs de financement et d'aide par l'État, DETR, DSIL et autres, ce qui permettrait d'amortir un peu la charge financière pour les collectivités, à qui on va demander budgétairement beaucoup cette année. C'est ce qui fait beaucoup parler depuis quelques semaines et qui fera encore parler beaucoup dans les jours qui viennent, malheureusement. Merci. Oui, le grand écart auquel on va devoir répondre aussi avec ce texte, parce que vous parliez de la clé USB, donc ça me fait toujours sourire, parce que dans les grandes entreprises, c'est plus vraiment un sujet. Les clés USB, les ports USB sont bloqués en fait. Leur sujet aujourd'hui, c'est des Teams avec de l'IA générative qui crée une voix, un visage de votre chef, de quelqu'un que vous connaissez. C'est ça leur réalité en fait aujourd'hui et l'état de la menace en fait. La clé USB, c'est plus vraiment un enjeu. Je caricaturais, mais sur France Travail, par exemple, c'est des petits malins qui se sont fait passer pour des salariés de Cap Emploi, qui sont allés demander l'ouverture de droits, qui leur ont été accordés sur la base d'un coup de téléphone, et à qui on a donné un accès à l'intégralité du système d'information de France Travail sur 40 ans, sur 20 millions de personnes. Bon, ça ressemble un peu à la clé USB quand même. Mais je soulignais le grand écart en fait que le texte, auquel le texte va devoir répondre en fait. Et effectivement, je pense que le niveau de sécurité d'une collectivité territoriale, avec toute la dette technique qu'on peut imaginer, n'est pas forcément le même qu'un Airbus ou une grande banque française. Merci. J'avais encore des questions, mais on avait promis de prendre de l'avance sur le retard. Et c'est vos questions qui vont être les plus intéressantes. Merci Sébastien. Effectivement. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? J'espère. Déjà, des mains se lèvent, c'est parfait. Rebonjour, madame. Ce que je propose, si je puis me permettre, je propose qu'on les prenne in a row, d'affilée. Comme ça nous permettra peut-être d'en prendre un peu plus. Je vous en prie. Bonjour, alors je m'appelle Estelle, je travaille chez BMW en Allemagne et j'avais 2 questions. La première, c'est au sujet de la clé USB. Oui, les ports sont bloqués, mais dans la suite Intelligence, avec tout ce qui est observation des failles, ça en fait encore partie parce qu'il y a toujours des petits malins qui, quand ils trouvent des clés USB, essayent de les mettre. Et dedans, il y a des virus que, par exemple, l'antivirus ne connaît pas encore. Donc, c'est... La deuxième question, ça concerne NIS 2 et DORA. Et je me posais la question que quand les grands groupes sont... quand l'entité doit implémenter les deux, parce qu'ils ont des services financiers, des produits d'assurance, et en plus, par exemple, produisent des produits avions ou voitures, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas... A-t-on vraiment besoin de NIS 2 si on implémente DORA ? J'aime beaucoup celle-là. Bon, finalement, on va aller répondre. Je vais prendre celle-là. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les textes soient absolument pas orthogonaux l'un vis-à-vis de l'autre et qu'ils ne se superposent pas, qu'ils obligent 2 fois des obligations identiques. Et donc, il faut qu'on arrive à faire en sorte que DORA et NIS 2 soient compatibles et que quand vous faites quelque chose au titre de DORA, vous soyez compliant à NIS 2 et que DORA ne soit qu'une sous-spécification de NIS 2 quand vous avez des services financiers, parce que là, il y a des spécificités. Mais il faudra qu'on soit le plus transverse possible. C'est pour ça qu'on mettrait, tel que c'est prévu aujourd'hui, un rapporteur spécifique sur chacun des textes pour les spécificités de DORA et de NIS 2, et qu'ensuite on ait un rapporteur général qui fasse l'harmonisation pour éviter d'avoir des moments où vous faites 2 fois les mêmes choses, quoi.
Et pour le premier point, oui, les clés USB, ça existe toujours, parce que si c'est plus le cas dans les grands groupes, mine de rien, c'est le cas dans les petits. Donc merci de le rappeler. Par ailleurs, en l'état, dans le texte de Nice 2, si il est dit, mais ça peut changer, s'il y a une réglementation sectorielle, alors elle prévaut sur Nice 2. Et donc, ça répond sur DORA. Si vous appliquez DORA, vous êtes Nice 2 compliant, globalement. Alain Autre Bouillet. question. Bonjour monsieur. Bonjour, Alain Bouillet, délégué général du CESIN, d'un club qui regroupe 1200 RSSI. J'ai des adhérents qui sont des RSSI de multinationales et qui sont présents dans beaucoup de pays européens. Ma question est pour le législateur. Comment éviter que dans ces entreprises-là, on ait 27 textes différents à répondre et 27 systèmes de reporting d'incidents différents? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, je ne sais pas, de décider par exemple que le NIS 2 qui s'appliquera à cette multinationale sera celui du siège, par exemple? Non, alors la directive l'exclut formellement. La directive dit que chaque entité doit déclarer dans l'endroit où elle est. Il ne peut pas y avoir de chef de groupe. Pourquoi ça a été fait comme ça? Souvenez-vous d'une seule chose, c'est que sur le RGPD, il a été déclaré qu'il y avait des chefs de file. Et bizarrement, on s'est retrouvé avec la CNIL irlandaise qui contrôlait quasiment tout le monde parce que la plupart des multinationales avaient leur siège en Irlande. Et donc le législateur européen a voulu se prémunir de ça. Ça veut donc dire, par contre, qu'il renvoie la responsabilité à chacune des autorités nationales lors de la transposition. Et c'est pour ça qu'il est absolument important que nous, Français, on aille voir ce que font nos voisins belges, italiens, allemands pour être le plus compatible avec eux et qu'on ait une discussion. Et c'est aujourd'hui très clairement la transposition belge qui semble avoir le plus d'aura auprès, d'aura sans jeu de mots, auprès de l'ensemble des pays européens, parce que c'est une transposition qui renvoie assez facilement à des référentiels qui sont des référentiels applicables par l'ensemble des pays. Et ça permet d'harmoniser les choses de façon beaucoup plus simple et d'éviter que le législateur soit obligé de reprendre sa copie régulièrement. Et vous voyez bien qu'en France, il suffit d'un bout de dissolution pour que ça bloque totalement le processus législatif. Et pendant ce temps-là, les cybercriminels, eux, ils s'en fichent de la dissolution. Ils s'en fichent de savoir si le Parlement est bloqué. Ils avancent quand même. Et donc, on a eu de la chance pour les JO parce que ça s'est passé juste avant les JO qu'on était prêts. Mais ça serait passé 10-12 mois avant, on n'était pas bien. Et donc aujourd'hui, il faut absolument que le législateur comprenne qu'il n'a pas la capacité, la réactivité, l'agilité nécessaire. Il faut simplement qu'il pose les grosses briques, le cadre, et qu'ensuite on renvoie aux bonnes autorités pour délivrer les bons règlements d'application. 3 dernières questions. J'ai les 3 personnes ici même, à commencer par vous la première. Bonjour monsieur. Merci. En fait, j'ai 2 questions. Une question qui concerne les montées en compétences pour les salariés, les employés. Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Comment ça va être traité dans le CPF ou dans le cadre de formation d'entreprise? Et ma deuxième question, c'est est-ce que toutes ces complexifications nécessaires, certes, mais cette usine à gaz va porter préjudice à la compétitivité des entreprises européennes, en fait, parce qu'on est déjà sur 25 transpositions. Comment on va traiter ça? J'aimerais bien une réponse du secteur privé, peut-être, sur ces questions. La montée en compétences, vous allez la budgéter comment? CPF, droit... Enfin, moi, je suis... Alors, la montée en compétences, elle concerne à la fois tous les salariés du groupe, c'est-à-dire un salarié est à la fois la première barrière vis-à-vis d'une menace, mais peut être aussi le premier vecteur de menace. Donc, ce qui est très important, c'est de sensibiliser l'ensemble des salariés au sein du groupe. Et on mène beaucoup d'actions en fait au sein du groupe. On a des campagnes de phishing, on va sur site voir les cols blancs, les cols bleus, tout le monde. Voilà, pour faire monter en compétences tous les salariés. Et après, on a cette question de l'état de l'art pour nos spécialistes de la cybersécurité en interne. Donc, on a une filière expert avec pour la première fois un niveau exécutif pour les experts. Donc, on crée vraiment une filière d'expertise en interne. On a même créé une école dédiée à la cybersécurité chez Airbus. Donc, voilà, tout un tas d'initiatives qui font que ce sujet est pris très au sérieux au sein du groupe. Chez Sopra ? Oui, alors bon, chez nous c'est pareil, hein, on se forme, on se prépare. Parfois on a aussi des crises qui nous font grandir un peu plus vite.
Mais je pense que la question en fait de monsieur, elle était aussi sur savoir comment est-ce qu'on va financer en fait ça, notamment dans notre réseau de PME et de TPE, parce qu'ils auront les mêmes obligations en fait. Nous, c'est facile, on a des académies, on a des budgets autour de ça, on a une direction qui est sensibilisée, donc on progresse et on va vite en fait. Mais comment vont faire les PME et les TPE? Ça, c'est une grosse interrogation aujourd'hui pour moi. Pour répondre à la question de l'usine à gaz, je la prends pour moi. Oui, on parle d'un sujet suffisamment important pour qu'effectivement on ait besoin de règles. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est qu'on peut se dire qu'on n'a pas besoin de ces réglementations. Et alors, si vos clients qui se font attaquer, s'ils n'ont pas 6 mois de trésorerie, ils sont cuits. Et les conséquences, elles sont bien pires. Donc oui, c'est peut-être une usine à gaz, mais déjà, on parlait d'opportunités, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a une opportunité business, dans un contexte où on n'a pas d'argent, mais c'est cyclique. Et il y a quelques usines à gaz qu'on pourrait effectivement simplifier, je crois qu'on a un ministre pour ça, mais l'usine à gaz cyber, on en a besoin, elle est vitale. Elle est vraiment vitale. Je sais, qui s'est déjà fait attaquer là? Qui a eu une cyberattaque? Un ransomware? Ça montre aussi qu'on n'est pas encore très à l'aise. Oui, là? Merci, monsieur. Demain, si vous avez un ransomware, vous serez bien content d'avoir appliqué 2-3 trucs en amont. Un dernier point avant la question. Il ne faut pas oublier que les Américains et les Canadiens sont dans la même logique que nous. Ils sont aussi dans des réglementations de ce type-là. On n'invente rien. On essaie de s'adapter, ne serait-ce que parce que géostratégiquement, nous sommes tous dans le camp qui se fait le plus attaquer en ce moment. Et donc, ce n'est pas forcément une différence de marché avec nos voisins d'outre-Atlantique. Je vous en prie. Merci, monsieur le député. Avant-dernière question. Bonjour, monsieur. Bonjour, Sébastien. Une question un petit peu technique. Comment vous allez vous assurer que les entreprises à qui doivent s'appliquer NIS 2 vont s'appliquer? Je m'explique. Aujourd'hui, on détermine ça plutôt avec le code d'activité de la société qui ne tient compte que de l'activité principale de la société. Et du coup, on peut se retrouver à avoir une activité principale qui n'est pas éligible à NIS 2 et avoir une activité annexe qui n'est pas dans notre code d'activité officiel et qui ne l'est pas. Donc, je pense que c'est... je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aviez identifié, mais c'est une problématique. Et comment aujourd'hui vous avez prévu de la résoudre? L'ANSSI a commencé à prévoir les choses en mettant des systèmes de déclaration, enfin d'auto-évaluation qui permettront de le savoir. Et puis la deuxième chose, c'est que les grands donneurs d'ordre dans leur supply chain devront s'assurer que leur supply chain répond bien à NIS 2. Et donc ils vont revenir vers chacun de leurs fournisseurs pour leur poser la question si dans l'activité pour laquelle cette PME travaille pour le grand donneur d'ordre, elle est conforme à NIS 2 ou pas. Et ça, on va le faire sur du temps long, parce que ça nécessite du temps. C'est pour ça que NIS 2 va s'appliquer entre 1 et 5 ans en fonction des différents seuils et des différents types d'activités. Mais effectivement, c'est un renversement de paradigme. NIS 1, tout le monde savait qui était, et la liste n'était pas publique, qui était NIS 1 ou qui ne l'était pas. Sur NIS 2, ça va être de l'autodéclaration. C'est un peu le renversement de paradigme qu'on avait eu avec le RGPD. Avant, vous déclariez tous vos traitements et vous obteniez un accord de la CNIL. Là, maintenant, vous devez être compatible au RGPD et vous n'avez plus à déclarer à la CNIL. C'est ce même type de fonctionnement et donc ça nécessite de changer son mindset de façon importante. Toute dernière question de cette table ronde. Bonjour, monsieur. Merci. Nicolas Samarc, administrateur à la FCDP. Donc, c'est l'association des DPO. On a à peu près de 7000 personnes physiques. Donc, je vais me tourner vers le législateur et puis le... C'est toujours pour moi. Voilà, et puis on se félicite aussi du renouvellement de votre poste de commissaire à la CNIL, puisque vous faites partie des commissaires actifs, et ça fait plaisir. Et c'est un ch'ti qui le dit, puisqu'on avait eu le sénateur Alex Turc qui a été très actif aussi pour cette autorité administrative. Alors mes deux questions très rapidement. Justement à Lille, lors d'un colloque où vous étiez intervenu, vous nous aviez parlé des négociations au niveau européen sur le UCS et savoir voilà, où ça en est par rapport est-ce qu'on va réussir à imposer le Second Cloud au niveau européen. Et puis on se projette sur l'IA Act aussi. Quel va être le périmètre de la CNIL en tant qu'autorité de contrôle sur ce nouveau règlement?
C'est cuit, non? C'est cuit. Non, non. Secnum Cloud. Deuxième question, on va commencer par celle-là, elle est plus rapide. Il va falloir que la CNIL devienne certainement en France le régulateur au titre de l'IA Act. Il y a quasi une unanimité sur le sujet, maintenant il faut qu'on l'acte, mais ça ne sera pas dans le texte de Nice 2 qu'on le fera, ça ne sera pas un texte à part. Par contre, je pense qu'il faudra qu'on ait absolument un RGPD 2 pour qu'on évite les frottements entre le RGPD et l'IA Act, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire rentrer un rond dans un carré, les datasets, ça ne marche pas avec des données personnelles. On a quelques règles du RGPD qui ne s'appliquent pas à l'IA, donc il faudra qu'on ait une négociation de révision du RGPD sur le sujet. Sur votre première question, EUCS, c'est mal barré. Mais c'est aussi l'objet de ma présence aujourd'hui, c'est qu'il y a des partenaires qui sont de Finlande ou qui sont d'Estonie, à qui je vais essayer d'expliquer encore une fois que EUCS, ce n'est pas pour protéger notre Secnum Cloud au titre de la protection de nos industriels, c'est de protéger les données de nos concitoyens européens de toute ingérence étrangère. Et aujourd'hui, dans le contexte, on a absolument besoin de le faire. Donc on espère que au Conseil européen du 19 décembre, je vous le dis, le président de la République a décidé de porter le sujet alors qu'il n'était pas à l'ordre du jour, donc il a été inscrit à l'ordre du jour, pour que le comité télécom de janvier puisse commencer à acter l'idée qu'il faut une option dans EUCS d'immunité aux règles extraterritoriales non européennes pour permettre d'éviter les fuites de données, notamment les données de santé, que ce soit aux États-Unis ou en Chine. Parce que je rappelle, et c'est un exemple que j'ai donné aux Finlandais tout à l'heure, quand Xi Jinping est venu en France il y a quelques mois, il a pris l'avion à Roissy, il est allé atterrir en Hongrie. Il est allé négocier avec Viktor Orban la possibilité de nouer un partenariat entre les clouders chinois et la Hongrie pour pouvoir être conforme à EUCS. Donc je ne vois pas comment est-ce que les Allemands pourraient nous expliquer qu'EUCS, c'est pas bien d'avoir de l'immunité aux règles extraterritoriales non européennes parce que ça empêche les Américains de travailler chez nous, alors que ça autoriserait les Chinois à le faire aussi. Or, c'est censé être les plus gros méchants de la Terre. Donc il va falloir qu'on arrive à être cohérent là aussi sur le sujet. Donc on va essayer de négocier, de pousser les feux pour qu'on sauve le soldat Secnum Cloud. Merci. Le mot de la fin, Sébastien, peut-être Oui, très rapidement. Un remerciement au CBC, à vous, à nos intervenants surtout. Merci beaucoup et vous pouvez continuer la conversation au café et dehors. Merci encore.